Metin, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes coordinateur général de l'ACORT, une association qui est partie prenante dans l'organisation de la réunion de ce lundi soir à propos de la liberté d'expression en Turquie. Vous pouvez nous préciser en quelques mots ce qu'est l'ACORT et pourquoi vous avez souhaité inviter ces journalistes et femmes de journalistes emprisonnés aujourd'hui? L'ACORT est une association issue de l'immigration et des luttes de l'immigration créée en 1980 qui donc revendique et se combat les discriminations et le racisme et actuellement l'islamophobie qui est régnante et d'autre part essaie d'être citoyen, une expression des origines turques qui représente maintenant une partie de la population française donc pour une citoyenneté diverse, une citoyenneté du vivre ensemble dans ces sociétés-là. En même temps, nous portons avant tout des valeurs, et ces valeurs sont les droits de l'homme, que ce soit en France ou en Turquie. Et en tant qu'originaire de Turquie, nous avons une mémoire, une responsabilité vis-à-vis du dialogue arméno-turc. Et donc ces soirées landing que nous organisons depuis malheureusement ces 8-9 ans actuellement depuis son assassinat, sont pour nous l'occasion de rassembler les originaires de Turquie et les Arméniens autour des valeurs communes pour construire et vivre ensemble et avant tout aussi reconstruire les fondations de la démocratie turque en reconnaissant le génocide arménien. Cette année, nous avons voulu mettre en premier plan le côté landing journaliste aussi. Il était militant, il était arménien, il était socialiste, mais il était aussi journaliste et rédacteur en chef du journal Agos, du premier journal arménien. Et nous avons voulu, à travers cela, mettre le parallèle avec ce qui se passe actuellement, notamment avec les inculpations de Can Dündar depuis mois de novembre. Et donc nous voulions aujourd'hui mettre l'accent comme le combat de landing, que ce soit pour le dialogue arméno-turc ou concernant la liberté d'expression. Ces combats sont d'actualité au jour d'aujourd'hui. En tant qu'ONG, société civile française, nous voulions être en lien et apporter notre soutien et notre solidarité aux journalistes et au-delà aux défenseurs des droits de l'homme en Turquie. Est-ce que vous êtes en lien aussi avec beaucoup d'associations kurdes qui sont présentes sur ce 10e arrondissement parisien? Bien sûr, nous sommes en tant qu'association du 10e et originaire de Turquie en lien avec des associations kurdes et nous avons bien sûr une sensibilité pour participer aux actions qu'elles organisent, notamment la guerre civile, la guerre qui est actuellement menée contre les Kurdes en Turquie. Et justement, c'est de sensibiliser, de faire bouger aussi le gouvernement, les ONG et l'opinion publique française, chose qui est très difficile avec un gouvernement français qui fait un silence aussi bien sur le cas des journalistes que sur la guerre qui est menée et des milliers de morts, des femmes, des vieillards, depuis quelques mois en Turquie. Et nous voulons justement attirer par ce type d'activité, faire pression sur le gouvernement français en tant que citoyen de France, pour qu'il fasse pression sur le gouvernement turc. Dilek Dündar, bonjour. Bonjour. Vous êtes donc l'épouse de Can Dündar, qui est journaliste au journal Cumhuriyet et qui est emprisonné depuis le 26 novembre 2015, accusé de haute trahison, d'espionnage et j'en passe encore, qui risque quand même la prison à perpétuité pour avoir diffusé notamment une vidéo prouvant que les services secrets turcs livraient des armes à Daesh. Alors vous êtes ici en France pour sensibiliser l'opinion publique à la situation de votre mari, mais plus généralement de la liberté d'expression en Turquie. La première question que j'ai envie de vous poser, c'est est-ce que cette arrestation était une surprise? Est-ce qu'il savait les risques qu'il prenait en réalisant ce coup? Parce qu'en fait, c'est ça, en informant la population turque de ces livraisons d'armes. Anladığım kadarıyla bekliyor muydunuz diyor. Evet, sürpriz oldu mu sizin Sürpriz için? oldu mu diyor. Sürpriz olmadı. Çünkü ikinci seçimden sonra
Et ce n'était pas une surprise pour nous. On attendait ça, surtout après le résultat de la deuxième élection au mois de novembre, quand le parti AKP avait obtenu la majorité. Et parce que le président de la République lui-même, dans une émission de télévision, avait menacé mon mari en disant que je ne vais pas laisser ça à ce côté. Je ne sais pas comment dire ça. Et puis, on se méfiait même une descente à notre maison, une recherche comme ça. Ce n'était pas le cas. Ils nous ont invités. Ils ont invité mon mari au tribunal, à l'office de procureur pour donner son procès verbal. Mais ça continuait jusqu'à très tard dans la soirée. Et puis, l'arrestation a été réalisée. Les juristes nous avaient dit que ce n'était pas possible, mais on y attendait quand même à cause des menaces du président et à cause des résultats des élections, parce que le parti au gouvernement avait eu plus de pouvoir qu'avant. Je crois d'ailleurs que le président de la République s'est lui-même porté partie civile contre votre mari. Qu'est-ce qu'il risque exactement? Cumhurbaşkanı kendisi zaten şikayette bulundu diyebiliyoruz. Ne gelebilir başına? Vallahi eğer politik baskı çok yoğunsa mahkemeler üzerinde, bir tane daha büyük dava var, Fethullah Gülen davası. Onunla birleştirirlerse seneler sürebilir. Ama hukuka güvenimizi tam tutmak istiyoruz. Çünkü çok manasız bir şey. Savcının iddianamesi de çok komik bir iddianame. Kanıt olarak sadece 52 tane yazısını gösteriyor eşimin. 2 tane yazı dizisini ve 6 tane haberi gösteriyor. Sadece yazıları gösteriyor. Dolayısıyla hukuksal açıdan mümkün değil. İlk celsede serbest kalmaları lazım. Ama tabii politik baskının ne olduğunu bilmiyoruz üzerlerindeki. Le chef d'accusation est assez vide. Il n'y a aucune preuve. Les seules preuves que le procureur avait pu mettre dans son chef d'accusation sont les articles de mon mari qui avaient été déjà apparus dans le Cumhuriyet. Et donc on veut bien croire à notre système judiciaire. S'il y aura une décision juridique, on doit risquer rien. Mais si les pressions politiques continuent comme ça, et s'ils rattachent cette affaire avec l'affaire contre le groupe guleniste, ça peut continuer des années et des années. Et cette détention provisoire peut continuer pendant des années. Alors, vous êtes aujourd'hui en France. Qu'est-ce que vous attendez du gouvernement français, du Quai d'Orsay? Je sais que vous avez peut-être rencontré le Quai d'Orsay aujourd'hui. Qu'est-ce que vous leur avez demandé et qu'est-ce que vous attendez de la France et aussi du mouvement citoyen français? Ben bütün Avrupa'nın değerlerine sahip çıkmalarını istiyorum. Hatta biz Avrupa'nın değerlerine Avrupa yaran. Nous voudrons que l'Europe défend les valeurs européennes. Et parfois, on sent qu'on défend les valeurs européennes malgré l'Europe, surtout à cause de la crise des réfugiés. Et j'ai l'impression que l'Europe couvre ses yeux à ce qui est en train de se passer en Turquie. Mais la France, quand même, défend mieux les valeurs européennes par rapport qu'en Allemagne. Mais nous voulons que l'Europe voit quelle voie la Turquie peut prendre si les choses continuent comme ça. Erdogan a quand même été reçu en France. On ne sait pas s'il lui a été parlé de la question des droits de l'homme. Erdoğan Fransa'yı da ziyaret etti ve insan hakları konusunun konuşulup konuşulmadığını bilmiyoruz. Biz de bilmiyoruz.
nous ne savons pas non plus. Effectivement. Et concernant le mouvement citoyen français, est-ce que vous pensez que ça peut être une pression importante? Fransız sivil toplumu yurttaşlık hareketleri sizce bir rol oynayabilir mi? Bir etkisi olabilir mi? Bence oynayabilir ve sınır tanımayan gazeteciler çok Je pense que le mouvement citoyen peut jouer un rôle très important et effectif. Surtout le Reporters sans frontières nous aide beaucoup et il montre une solidarité. Et ils avaient déjà donné un prix à Cumhuriyet avant l'incarcération de Can Dündar à cause de cette histoire de livraison des armes, un prix concernant la liberté de la presse. Et cette solidarité est très importante pour nous. La solidarité et que le mouvement des citoyens montre est très important. D'accord. Alors, merci tout d'abord. Et puis, on suivra, bien sûr. Je crois que le procès est fixé au 25 mars, c'est ça? Oui. Et donc, on suivra cette affaire, bien sûr. Alors, ce que je voudrais savoir maintenant, vous, Özgür Mumcu, je ne prononce pas bien, je sais, vous allez me rectifier. Vous travaillez dans le même journal, Oui. Journal dont les 2 directeurs principaux sont en prison aujourd'hui. Comment ça se passe aujourd'hui dans le journal? Est-ce que vous arrivez à faire votre travail quand même? Bon, je suis chroniqueur dans les journaux, donc je n'y vais pas tous les jours, mais je sais que c'est un peu difficile, bien sûr, que nous n'avons pas de capitaine, disons, mais on essaie de faire le bateau continuer son chemin, et on continue notre lutte, disons, et on continue à éclaircir l'opinion publique concernant ce qui est en train de se passer en Turquie. Parce que on a un besoin énorme en ce sujet-là, parce que le média turc est maintenant dominé par les organes de presse et des chaînes de télévision pro-gouvernementales. Mais on continue toujours. Mais bien sûr qu'il y a beaucoup de pression politique et judiciaire contre pas uniquement Can Dündar et Erdem Gül, mais aux autres chroniqueurs et aussi aux autres journalistes dans notre quotidien. Et c'est pas tout à fait récent parce que votre propre père, je ne vais pas prononcer son nom, Uğur Mumcu, a été assassiné donc en janvier 1993. Ouais. Sa voiture a été plastiquée, c'est un attentat. Vous avez pris sa suite donc. Lui, il a été assassiné vraisemblablement parce qu'il travaillait sur la question kurde et il s'intéressait au PKK. Est-ce que ces assassins ont été retrouvés et poursuivis? Après, 10 ans après l'assassinat de mon père, ils ont trouvé quelques suspects et ils ont condamné, mais ils ont dit que c'était un groupuscule des islamistes radicaux, mais on ne sait toujours pas qui avait donné l'ordre et on ne sait toujours pas le motif exact de cet assassinat. Et en cette période-là, il y a eu beaucoup d'assassinats comme ça. Et le fait que le gouvernement de l'époque ou la police de l'époque n'avait rien fait pour prévenir ces attaques et ces assassinats nous fait soupçonner qu'il y avait un lien avec ces groupes-là et aussi certains partis de l'État, ou bien certains groupuscules dans l'État. J'imagine que vous ne deviez pas être très vieux en 93. Est-ce que la mort de votre père a été déterminante dans le fait que vous soyez devenu journaliste, vous aussi? Bon, je suis universitaire normalement et je n'avais pas voulu devenir journaliste ou bien chroniqueur au début, mais j'ai commencé à écrire pour les quotidiens quand j'avais 30 ans. Parce que j'ai vu que la situation était devenue de pire en pire et je me suis senti que chacun doit faire quelque chose pour arrêter cette dérive autoritaire en Turquie. C'est pourquoi j'ai commencé à écrire. Dans un sens, peut-être pas très volontairement, j'étais bien obligé de suivre les pas de mon père dans un sens. Est-ce que vous diriez qu'entre 93 et aujourd'hui, il y a eu
une évolution dans les pressions sur la presse? Est-ce que c'est pire? Est-ce que c'est un petit peu mieux? Le contexte est un peu différent. Dans les années 90, nous avions des gouvernements de coalition, mais la liberté de presse était toujours un problème. Aujourd'hui, nous avons un système d'un seul parti. Et le problème avec aujourd'hui, c'est qu'on risque de devenir un État de parti. Avant, c'était un pays qui avait beaucoup de problèmes, mais on aurait pu trouver des solutions, ou bien il y avait de l'espoir. Mais une fois qu'on devient un État parti, il n'y a aucune solution pour aucun problème, donc aucun espoir. Est-ce que l'émergence, même si ça a été un peu... il y a eu une déception avec les dernières élections, mais il y avait quand même eu l'émergence des partis de gauche et des Kurdes. Est-ce que pour vous, ça représente un espoir possible? Bien sûr qu'on n'a pas perdu tout notre espoir. Et quand même, il y a 25% de la population qui sont toujours laïcs et qui votent obstinément pour le parti, disons, laïque et de centre-gauche. Et le fait que le mouvement politique kurde ont embrassé aussi d'autres parties de la population aussi un espoir. Mais entre ces deux élections-là, on a eu beaucoup d'attentats politiques et des explosions partout. Et maintenant, il y a un conflit armé très important dans la région du sud-est de la Turquie. Donc, cette montée de la gauche, disons, c'était un espoir, mais maintenant, ça s'affaiblit à cause de la situation et à cause du conflit armé. D'accord. Merci beaucoup, vraiment, et bon courage. Merci.